Bonjour et bienvenue à la récré parentale, le rendez-vous des familles et des professionnels pour répondre à toutes les questions qu'on se pose en tant que parents. Chaque année, de plus en plus d'enfants sont soignés dans les hôpitaux pour des maltraitances qu'ils ont subies au sein de leur famille. Entre 2016 et 2019, les statistiques nationales dénombrent que pour 81% d'entre eux, ces violences ont été commises par le ou les parents. Pour le 19% restant, en général, ces violences ont été commises par un proche de la famille. Et ces violences concernent majoritairement des violences sexuelles que nous n'aborderons pas dans cette émission. Comme d'habitude, nous allons commencer par le côté psychologique. Que se passe-t-il pour les enfants qui vivent les violences ? On verra également que ces violences ne sont pas toujours physiques, elles peuvent se traduire d'autres manières. On verra également comment la loi protège les enfants et qu'est-ce qui est fait pour accompagner les parents qui bien souvent sont punis au lieu d'être guéris. Enfin, dans notre rendez-vous couple, on verra si la sexualité est impactée par les violences qu'on a connues étant enfant. Je vous invite à rejoindre mes invités. À tout de suite. User des violences sur ses enfants ne les rendra pas plus forts, ne forgera pas un caractère prêt à affronter la vie, ne les fera pas obéir plus. Nous nous sommes intéressés à ce que ressentent les enfants qui vivent les violences intrafamiliales, dans un milieu qui devrait être pour eux l'endroit le plus sécuritaire au monde. Néanmoins, il n'est pas question de culpabiliser qui que ce soit. On verra aujourd'hui ce qui peut expliquer ce comportement chez les parents, un comportement qui n'est d'ailleurs en général pas souhaité, voire même détesté par les parents eux-mêmes. C'est un sujet difficile que nous abordons aujourd'hui. Avec vous, Philippe Jaffé, bonjour. Bonjour. Vous êtes représentant des droits de l'enfant à l'ONU et professeur en droits de l'enfant. Également avec nous, Véronique Régamet, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychothérapeute au Boréal, au CHUV. Qu'est-ce que c'est les Boréal ? Les Boréal, c'est une unité qui fait partie du département de psychiatrie du CHUV et qui prend en charge des auteurs et des victimes de violences familiales. Et on reçoit des enfants, des adolescents, des adultes, des couples et des familles. Parfait, merci beaucoup pour le travail que vous faites auprès des familles. Philippe Jaffé, avant de nous expliquer ce qui se passe pour les enfants qui vivent des violences à la maison ou des maltraitances, peut-on définir ce que sont les maltraitances ou les violences ? Y a-t-il une différence ? Oui, il y a une différence, et d'ailleurs l'OMS catégorise différemment ces deux choses, violence et maltraitance. La violence, c'est l'usage délibéré de la force envers soi-même, l'auto-agression, ou envers les autres, avec toutes les conséquences négatives que cela peut entraîner. Puis les maltraitances, c'est plutôt des comportements qu'on classifie des maltraitances en creux ou en bosse. En bosse, on connaît, c'est les violences physiques qui laissent des traces, les violences sexuelles. Et puis en creux, c'est la maltraitance psychologique ou les négligences. Donc on ne voit pas forcément les résultats sur le corps. Mais ces maltraitances entraînant des conséquences graves sur la santé, le développement et la dignité de l'enfant. Oui, ça c'est un point très très fort. D'ailleurs, c'est ce qui se passe lorsqu'un enfant vit des violences à la famille. C'est sa dignité qui est d'abord impactée. Alors, il y a cet élément-là, la perte de confiance en soi, la perte des repères par rapport à l'adulte qui doit être bienveillant et protecteur, et puis avec un effet corrosif à moyen et à long terme qui peut vraiment saper le bonheur de vivre et de vivre une existence paisible, de construire des relations avec une confiance mutuelle. C'est vraiment un élément qui empoisonne la vie des personnes qui ont... Enfin, les personnes qui ont été maltraitées partent avec un déficit finalement qui est difficile à combler. Véronique Régamet, comment ça se passe pour les adolescents ? Est-ce que les adolescents perçoivent ça de cette même manière, ou est-ce que, étant donné qu'ils sont déjà dans un âge pré-adulte, se dire déjà que ce n'est pas normal ? Quand on est enfant, on se dit, bon, peut-être que tout le monde vit comme ça, mais quand on est ado, on se dit, bon... Oui, je crois que dans la mesure où l'adolescent va expérimenter aussi d'autres relations en dehors de la famille, que ce soit à l'école, dans ses formations, avec des pairs, oui. On va commencer à se dire que ce qu'il expérimente, ce qu'il vit, les interactions de sa famille sont pas normales, pas le reflet de ce qui se passe. Les enfants ailleurs. déjà assez jeunes se rendent compte que ça ne tourne pas tout à fait rond dans les familles. Donc ils comparent entre eux les modes de punition. Et ils sentent, ils savent. Puis alors, ça dépend un peu des formes de maltraitance. Par exemple, les filles qui ont été abusées sexuellement,
l'âge moyen de dévoilement, c'est autour de 12 ans. C'est au moment où elle s'autonomise par rapport à la famille. Elle crée des groupes de copines, qu'elle discute entre elles, et là, elle se rend compte beaucoup mieux. En parler, c'est un autre problème. Elle se rend compte pour soi-même, mais en parler, faire confiance à des adultes et se confier à eux, c'est différent. Mais il me semble qu'une grande différence, l'enfant aura tendance vraiment à prendre la responsabilité sur soi de ce qui peut se passer dans la famille. L'adolescent, lui, va commencer, à se dire que là, ses parents ne sont pas cohérents. Enfin, en tout cas, ce qu'ils lui disent d'être, de faire, et ce qu'ils font, là, il y a des incohérences. Et puis, expérimenter beaucoup plus, vivre beaucoup plus d'injustice et de colère par rapport à cette incohérence. Tout à fait. Alors les enfants plus petits sont encapsulés, ils vivent dans une petite bulle, ils sont formatés. On leur dit toute la journée sois obéissant, et puis je t'en fous, je te mets une torgnole si jamais. J'exagère, mais c'est vraiment, il y a des enfants qui vivent des choses très tragiques, alors que les adolescents, ils sont presque programmés à se révolter, mais pas tous. Il y a des adolescentes et des adolescents qui restent enfermés dans un climat extrêmement malsain. Surtout si ça a commencé très tôt. Les parents ont une espèce de pouvoir sur l'enfant. Absolument, c'est vrai qu'on sait, plus les violences sont précoces, interviennent tôt dans la vie de l'enfant, plus elles se répètent et plus effectivement ça laisse des traces et ça fait des dommages. Oui. Alors, on a justement les témoignages d'une personne. Bien entendu, pour des raisons évidentes, on ne l'a pas prise sur le plateau parce que c'était quand même assez compliqué d'avoir un témoignage aussi difficile à entendre ici. Je vous invite à regarder ces témoignages. Et puis, elle a rencontré un autre homme. C'était un homme, déjà, il était maigre, il était vraiment pas beau. Et puis, il frappait ma mère, mais d'une force, mais tellement intense. Et souvent, il m'agrippait aussi. Par exemple, un des souvenirs marquants que j'ai, c'est qu'il m'a prise parce qu'il ne voulait pas que j'aille appeler la police ou que j'aille appeler de l'aide. Il me coinçait la tête entre ses jambes, donc en bas. Moi, j'avais la tête coincée là, et puis il prenait ma mère qui était plutôt fine, petite. Enfin, voilà, elle avait de la force, mais face à un homme comme ça, pas possible. Puis il la frappait, il la frappait, il la frappait. Puis après, il s'en allait, et puis moi, je me retrouvais avec ma maman qui était bien amochée. À la laver dans la baignoire, à essayer de soigner un peu ses plaies comme on pouvait. Elle pleurait, enfin, etc. quoi. Et puis moi, cet homme m'a vraiment marquée, je crois, dans tous les sens du terme. Parce que, oui, ça a vraiment été un des hommes qui, à la fois, s'en est pris indirectement à moi, sans vraiment me frapper, mais voilà, de manière psychologique. Il disait des méchancetés, si tu fais pas comme ça, ou si tu vas avertir, j'irai faire du mal. Puis il a fait vraiment énormément de mal à ma mère. Et puis là, il a rencontré un autre homme. Et souvent, ça arrivait le soir, donc moi, ça me réveillait, donc du coup, je me mettais entre les portes, j'essayais d'empêcher l'homme de passer la porte, je disais à ma mère de se taire. Je disais, mais tais-toi, arrête de le provoquer. Elle continuait, donc bien évidemment, moi, je faisais pas le poids. Hein. Il me poussait, il allait, il la frappait. Et puis après, rebelote, ça recommençait. Elle a été très très dure dans énormément de lettres aussi qu'elle m'a écrites, comme quoi j'étais responsable de ce qui lui arrivait, j'étais responsable que les hommes se comportent comme ça avec elle, j'étais responsable j'étais responsable finalement de ce qui lui arrivait dans la vie. Elle me reprochait aussi de ne pas me rendre compte la chance que j'avais de la voir en tant qu'elle essaye de faire ce qu'elle faisait par rapport à elle. Elle prenait beaucoup son passé et de ce qu'elle avait vécu. Puis elle me disait, moi, ce que j'ai vécu, tu ne comprendras jamais. De toute façon, elle arrondissait ses fins de mois en dealant. Donc elle me prenait avec et puis elle me disait, voilà, tu cherches, tu vois. Donc ça, c'est des mots que je me souviens très bien. Au bord de ce lac de Lausanne, tu cherches. Tu vois, voilà. Jusqu'à l'école, ils avaient déjà remarqué que j'arrivais à l'école fatiguée. Et après, j'ai commencé à parler avec l'infirmière scolaire, à lui raconter ce qui se passait à la maison. Mais de manière naturelle. Que ma maman se faisait battre par les hommes, puis qu'après, pendant des jours, elle se promenait avec des lunettes de soleil, qu'elle avait mal aux côtes, qu'après l'homme y revenait. Après, entre autres, ma maman s'est fait arrêter. Après la protection de la jeunesse, est venue me chercher. C'est eux qui sont venus me chercher en premier. C'était vraiment une scène intense.
J'ai beaucoup culpabilisé et ma mère m'envoyait des lettres qui me faisaient culpabiliser, vraiment. Une des lettres est dans le livre d'ailleurs que j'ai écrit, où vraiment, oui, elle me faisait culpabiliser. Ce qui lui arrivait, c'était de ma responsabilité, et puis je l'avais abandonnée, et puis j'ai beaucoup pleuré. J'étais en colère contre elle, je l'ai haïe. Je l'ai haïe dans tous les sens du terme. J'entends tout chez elle me répulsait. Absolument tout, son odeur, quand elle parlait, chaque chose qu'elle faisait, même si elle essayait de faire bien à ce moment-là, je devais aller la voir tous les 2 week-ends parce que c'était une règle que la protection de la jeunesse imposait. C'était une règle pour moi qui était injuste parce que j'étais bien où j'étais. Pourquoi il me forçait à aller voir ma mère? Finalement, j'étais pas bien chez elle. Dans mon cœur et dans ma tête, le fait que la protection de la jeunesse m'oblige à aller la voir, oui, c'était une bonne chose. Je m'en suis rendu compte plus tard, mais effectivement, aujourd'hui, je pourrais les remercier. Les remercier finalement d'avoir imposé cette règle pour ma mère et pour moi. Un week-end, je dirais le week-end déclencheur. Et d'ailleurs, la protection de la jeunesse, maintenant, si je ne me trompe, ils commencent à instaurer ce système où il y a des maisons, où il y a les parents qui peuvent aller, où ils essayent justement de faire en sorte que l'enfant soit aidé, mais que le parent de son côté soit aidé aussi. Et je trouve, s'il y avait eu ça, peut-être à mon époque, que quelqu'un lui aurait tendu la main à elle aussi, à ce moment-là, dans sa détresse, dans sa douleur, je sais pas, ça se serait peut-être passé autrement. Je trouve que c'est une bonne initiative. C'est important quand, alors ça je le dis, s'il y a des jeunes ou des enfants, ou que des parents puissent dire aux enfants, ou les parents de famille d'accueil en fait, qu'accueillent les enfants, d'expliquer à l'enfant qu'ils ne vont jamais prendre la place du père ou de la mère. C'est important, c'est vraiment important de mettre des mots et puis que le parent puisse aussi exprimer ses émotions. Moi, c'est ce que j'ai beaucoup fait avec mes enfants. À la place d'être toujours en colère, ou quand j'étais en colère contre eux, ça m'arrivait de leur crier dessus, de leur dire, de les punir, comme tout parent. Mais quand j'avais tort, j'avais aussi cette capacité d'aller vers eux, puis de leur dire, je te présente mes excuses. Et il y a des parents qui sont tellement fiers, puis qui disent, non, j'ai raison, l'enfant doit savoir que j'ai raison. Si je vais m'excuser, c'est une faiblesse, mais ça n'en est pas une. Alors aujourd'hui, je suis effectivement totalement en paix. Donc j'ai totalement pardonné à ma mère. Les dernières années, ma mère est devenue ma confidente, est devenue ma meilleure amie. C'est un témoignage poignant qu'on vient d'entendre là. Philippe Jaffé, quand on connaît la violence très tôt, on a l'impression, comme vous le disiez tout à l'heure, que tout le monde vit un peu comme ça. Est-ce que c'est à l'adolescence qu'on s'en rend vraiment compte? Oui, alors ça peut être progressif ou ça peut être soudain. Alors tout d'un coup, on se sent complètement décalé par rapport à ce qu'on voudrait être soi-même dans un contexte bienveillant et serein, et puis on se dit ouais, c'est pas normal ce que je vis. Et encore une fois, les interactions avec les autres enfants et les adultes et les adolescents, c'est une source d'information qui nous permet de nous situer par rapport au monde et qu'est-ce qui est normal sur le plan relationnel. Et Véronique, du coup, quand on s'en rend compte, une fois qu'on a passé un peu cette étape de s'en rendre compte, est-ce qu'on a l'impression d'avoir été dupé, d'avoir été trahi par ses propres parents? Oui, souvent, effectivement, il y a un sentiment de trahison que ce qui était à l'enfant avec des demandes qui se conduisent convenablement, qui répondent aux besoins finalement que ses parents ne sont pas capables, ne parviennent pas eux aussi à réguler leurs émotions, et à négocier autrement que par la violence, à trouver effectivement des accords différemment que par toutes ces interactions de violence. Donc c'est vrai qu'il va y avoir, on vit avec ces ados beaucoup de révolte, sentiments d'injustice, de colère, et aussi ça abîme la confiance vraiment que l'ado a, non seulement envers ses parents, mais je trouve beaucoup envers les adultes, le monde adulte, les institutions, la justice, qui souvent n'ont pas
pu apporter de l'aide dont ils auraient eu besoin à un moment donné. Ouais, c'est bien que vous élargissiez la focale, parce qu'effectivement, on pense toujours à l'enfant victime et un parent maltraitant. Mais ça se passe en famille, il y a un climat, c'est malsain. Et puis aussi, on parle beaucoup du lien, L majuscule, le lien entre la maltraitance sur les enfants, sur l'épouse, sur la personne âgée et sur l'animal domestique. Et souvent, on trouve cette espèce de cercle de maltraitance. Alors, la colère, elle est là. Beaucoup d'enfants, c'est plus la révolte. C'est quelque chose qui bouillonne. Et ce qui est très intéressant, ce que je trouve aussi souvent, c'est que quand il y a d'autres enfants plus petits, cette colère, elle déborde ou elle explose quand un autre enfant est maltraité. Ouais. Il y a une sorte de solidarité qui s'exprime, de défense, une espèce d'injustice qu'on voit devant nos yeux, en fait. On n'est plus tout seul. À deux, on est des victimes plus sains que si on est victime tout seul. Et c'est vrai que souvent, les ados, c'est en voyant effectivement la violence, la maltraitance sur un de ses petits frères ou sœurs, à ce moment-là, des fois, ils se disent, là, c'est pas normal, là, ça va plus, il faut que ça s'arrête, il faut qu'il se passe quelque chose. Est-ce que les ados, quand c'est eux qui vivent la violence, comprennent, entre guillemets, leurs parents? Ils arrivent à comprendre comment les parents en arrivent là? Et puis quand c'est quelqu'un d'autre, comme vous disiez, petit frère, petite sœur, là, à ce moment-là, ils se disent non, c'est pas normal. Je ne suis pas sûr qu'ils comprennent, mais en tout cas, ils trouvent les moyens de déjouer. Ils savent que ce soir, je risque bien. Ouais. Il vaut mieux que j'évite, il vaut mieux que j'aille dans ma chambre. Oh là là, il a l'air sombre, mon père, aujourd'hui. Il a bu un verre. Ils se sont engueulés entre les parents. C'est le moment de vraiment me faire tout petit. Ouais, des fois, les enfants se font tout petits, pourtant... Donc, ils apprennent des trucs pour éviter, et puis finalement, ils n'évitent pas toujours, et c'est compliqué pour eux. Puis avec les ados, ce qu'on pourrait retrouver, c'est peut-être un ado qui va effectivement aller adopter des comportements pour finalement justifier la violence du parent contre soi. Oui. Puis donner sens à ce qui est insensé, en fait. Oui, vous mettez le doigt vraiment sur quelque chose d'important. Et ce qu'on observe chez beaucoup d'enfants également, c'est que cette colère légitime d'avoir été maltraité se retourne contre soi. C'est plus tellement le parent qui agit contre un comportement qu'il a estimé désobéissant. C'est moi qui suis une mauvaise pomme, je suis un enfant qui mérite cette violence et j'ai qu'à me la faire moi-même finalement. Je m'auto-agresse, je me coupe, je me scarifie et je fais des tentatives de suicide. Et comment on fait pour se reconstruire dans ces cas-là? Comment on fait pour travailler sur soi et pour ne pas rester dans ce cercle vicieux? Eh bien, Katharina, je vais être cash. Je pense que pour beaucoup d'enfants, ça ne se rattrape pas. Et évidemment, on ne sait pas comment ces enfants seraient s'ils n'avaient pas été maltraités, mais on voit des trajectoires tragiques. Oui. Mais on voit aussi, évidemment, beaucoup d'enfants que s'ils ont eu une intervention spécialisée rapide et cohérente, ou si un adulte leur prête de l'attention et leur tend la main, ils peuvent s'agripper, ils peuvent les enlacer un peu, on parle de tuteur de résilience, un peu comme une liane autour de son tuteur et puis progresser. Et puis alors il y a des enfants téflons, on ne sait pas pourquoi, ils arrivent à absorber des choses tragiques, mais en tant que thérapeute, je suis vraiment émerveillé par ces enfants qui sont capables de reprendre le fil de la vie. Puis c'est un vrai privilège de les accompagner, mais la casse est aussi réelle. Ouais. J'ai l'impression que ce qui va faire vraiment une grande différence dans la reconstruction, en tout cas ce qu'on voit en clinique, c'est aussi si les enfants, si les ados ont eu la reconnaissance par leurs parents que déjà ce qu'ils ont vécu a fait mal, que c'est les parents qui ont la responsabilité d'avoir pas géré leurs émotions, d'avoir leur avoir fait du mal et aussi une reconnaissance des parents sur l'impact que ces violences ont sur il faut que ces mots, cette reconnaissance viennent des parents, que les parents disent « j'ai été violent, je t'ai maltraité ». Oui, c'est vrai, j'ai commis des actes que j'aurais pas dû commettre. C'est la violence, ça fait mal, ça fait des dommages. Et je m'engage, je veux faire tout ce qui est mon possible pour
voilà, pour que cette violence cesse et pour qu'on puisse interagir autrement qu'avec cette violence. Je crois que vraiment, il me semble que c'est la pierre angulaire, en fait. Alors, reconnaissance, oui. Des fois, le regard extérieur, une intervention. Qui vient un médiateur dire ça ne va plus dans cette famille. Oui, un éducateur qui vient. Mais les enfants sont extrêmement loyaux envers leurs parents. Donc on part déjà avec une capacité à garder l'enfant bienveillant envers le parent. C'est absurde de dire ça, malgré la maltraitance qu'il a subie. Oui. Mais c'est vrai que il ne faut pas non plus que le parent s'agenouille en continu, je m'excuse. Ceci dit, j'ai donné une fessée à mon fils, je vis encore la honte des années après et je m'en rends bien compte. On peut perdre de fil, mais sans que ça rentre dans une récurrence, en fait. Oui, que peut faire justement un parent lorsqu'il commence, qu'il voit qu'il va basculer dans la violence ou dans... Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là quand on est coincé? C'est génial s'il se rend déjà compte. Ça en est bien parti avec ce parent-là. Évidemment, trouver les moyens pour le déstresser, l'aider à déstresser, et puis une aide spécialisée lorsque c'est possible. Et sur le moment, sur le quand moment, il sent que ça monte et que... Oui, aller faire un tour. C'est absolument sortir de la chaîne. C'est l'interaction qui... L'humour. Véronique, juste une dernière question avant de conclure. Les parents, pourquoi ils réagissent comme ça? C'est quoi? Est-ce qu'ils se sentent agressés par le comportement de leurs enfants? Est-ce qu'ils sont... J'ai envie de dire c'est multifactoriel, mais effectivement, je pense notamment à l'adolescence, on peut retrouver avec des enfants aussi petits quand ils sont dans la phase du non, mais je pense qu'il y a des comportements, des attitudes, leurs ados qui vivent comme une agression, que c'est contre eux, et l'ado veut les défier, effectivement, qu'ils les provoquent et autres. Et je pense que pour un certain nombre de parents, c'est vrai que c'est... Ce qu'ils vivent comme agression de leur ado réactive souvent ce qu'ils ont vécu enfant. Et puis souvent, c'est un peu les réactions du parent, peut être aussi les réactions de j'ai envie de dire, cet enfant blessé un peu en eux qui est réactivé. Il y a ça, mais je pense qu'il y a aussi une situation où des parents, c'est vrai qu'on peut sentir très compétent avec son enfant, avec des petits-enfants, ça peut être plus compliqué avec ses ados, c'est vrai que c'est pas simple, et se sentir seul, débordé, avec pas de moyens. Alors c'est très important d'identifier et de travailler sur ça. Sachez en Suisse romande qu'il existe plusieurs organismes qui assurent le suivi justement et l'accompagnement des enfants et des ados, à commencer par les hôpitaux cantonaux, qui eux ont tous un service dédié aux victimes de maltraitance. Il y a aussi également beaucoup d'associations qui accompagnent. Vous avez le suivi Vivado, qui aide les ados à trouver des attitudes alternatives à la violence, parce que quand on a vécu que ça, on sait appliquer que ça. Vous retrouverez toutes ces infos sur notre site internet, n'hésitez pas à le consulter. Merci beaucoup pour votre intervention, merci d'avoir répondu à nos questions. En attendant, on retrouve notre cher Simon Roman, à qui nous n'avons pas facilité la tâche pour ce deuxième passage dans notre émission. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Quelle bonne organisation ce plateau. Le thème du jour, bonjour monsieur Philippe Jaffet. Le thème du jour, c'est donc la maltraitance. La maltraitance, vous en avez parlé, c'est terrible pour les enfants, c'est hyper culpabilisant pour les parents qui la font. Et surtout, c'est un sujet atrocement merdique pour une chronique humoristique. Merci beaucoup. Je pense que la maltraitance, la Shoah et les assurances maladie, c'est vraiment le podium cauchemardesque des humoristes. Merci beaucoup, Katharina, pour ce cadeau empoisonné. Vous aviez qu'à me licencier, pas besoin d'essayer de torpiller ma carrière. Le problème, c'est qu'on ne peut pas décemment rire d'un enfant qui se fait maltraiter. On ne peut même pas souhaiter du mal à un enfant, alors qu'un adulte, oui. Un adulte, on peut. Ces imbéciles qui gueulent sur la caissière à la Migros parce qu'elle a oublié leur action. C'est 2,45 francs, madame, pas 2,50 francs. Il vous faut faire votre travail correctement, c'est quand même pas compliqué, tant que vous en avez un. Bon, là, on se dit qu'une bonne thérapie à base de coups de pied au cul, ça pourrait lui faire le plus grand bien. Un adulte, on peut lui souhaiter du mal, mais pas un enfant, et encore moins à un bébé. Moi, je me dis qu'on doit se sentir extrêmement coupable comme adulte si on a maltraité son enfant. J'en veux pour preuve que, comme parents, rien que si notre enfant se blesse parce qu'on n'a pas été très attentif, déjà, waouh, on ne fait pas les malins. Je vous donne un exemple.
Si, par exemple, votre fille de 2 ans monte sur une chaise pour attraper un biscuit qui est sur la table, qu'elle se pète la gueule, est-ce qu'elle se fait une énorme bosse sur le front, tout ça parce que vous étiez sur votre téléphone et que vous n'avez pas été attentif, waouh, déjà, ça pique. Le téléphone à la maman juste après, justement, ça pique encore pire qu'un 1er janvier au réveil. Oui, allô chérie, oui, la matinée se passe super bien avec Lily. On a fait des courses, un petit peu de lessive, on a joué au parc, on a rangé la cuisine. Tu fais un CV merveilleux de la matinée, t'en rajoutes des caisses, on a l'impression que tu passes un entretien d'embauche pour devenir papa. Oui, Lily est allée sur le pot, je crois qu'à partir d'aujourd'hui, on peut dire qu'elle est propre. Elle a dit au moins 10 nouveaux mots. S'il vous plaît, merci, cher papa, est-ce que je pourrais avoir encore un petit peu de légumes. Elle a commencé à lire, à écrire, à marcher sur les mains, à parler anglais, à chanter de l'opéra. Vraiment, je pense qu'elle est HP. Je pense qu'elle est HP. Il faut qu'on fasse un test et qu'on en parle à la maîtresse quand elle commencera à l'école. Bref, tout va très bien, madame la maman. Tout va très bien, tout va très bien. Et là, juste à la fin du téléphone, tu glisses aussi vite et aussi discrètement possible. Il y a juste un moment où je regardais mon téléphone, elle est tombée d'une chaise, elle s'est fait une énorme bosse, ça a beaucoup saigné, on rentre des urgences, mais tout va bien. Énorme silence accusateur de l'autre côté du fil, alors tu continues à te justifier. Il y a juste un moment où j'ai regardé mon téléphone, mais c'est parce qu'il fallait que j'envoie un mail urgent. Évidemment, c'est des conneries. Tu regardais des stories d'une jolie coach de fitness qui te donnait des conseils que tu n'appliqueras jamais. Mais bon, tu mens un petit peu pour avoir l'air moins con. C'est une situation que j'ai vécue, évidemment. Déjà là, c'était une torture absolue, donc je ne peux même pas imaginer comment on se sent si jamais on perd les nerfs et qu'on frappe son enfant. Donc loin de moi l'idée de faire la morale à qui que ce soit, mais si un jour ça devait vous arriver, allez immédiatement chercher de l'aide, par exemple chez Philippe Jaffé, dont le numéro personnel de téléphone s'affiche juste en bas de l'écran. Vous êtes la coach de fitness. Je passerai moins de temps sur mes stories, je crois. Rien de personnel. Ça vous fera du bien. Voilà, on termine sur le coaching fitness de Monsieur Jaffé. Merci infiniment de m'avoir écouté. Merci Simon de mettre un petit peu de joie sur ce plateau. Oui, et puis on a un rendez-vous d'ailleurs, juste maintenant. On va enchaîner, c'est ça? Absolument. Avec le rendez-vous des papas et Gilles Cretenant. C'est à toi, Gilles. Dans cette séquence, on va aborder un sujet spécifique. Avec vous, Gilles Cretenant, bonjour. Bonjour. On va parler d'une forme grave de maltraitance sur les bébés qui n'est pas forcément voulue par les parents mais qui engendre de graves conséquences. Le syndrome du bébé secoué. C'est la première cause de mortalité par maltraitance chez les enfants de moins de 2 ans en Suisse. L'âge moyen des victimes est de 5 mois. Un bébé sur 10 décède après le choc. 2 enfants sur 3 seront sévèrement handicapés, physiquement comme mentalement. Et pour les autres, les séquelles sont plus difficiles à évaluer. Mais on parle de retard psychocognitif, de difficultés de langage ou de problèmes d'apprentissage. Il suffit d'une seule fois pour le regretter toute sa vie. Statistiquement, on se méfie toujours des statistiques, mais là, dans ce cas-là, c'est important. Dans 60% des cas, c'est les papas ou le conjoint de la maman qui est responsable. Dans 30% des cas, c'est les nounous, les mamans de jour ou ceux qui s'occupent de garder les enfants. Et dans tout de même 10% des cas, ce sont les mamans. Gilles Cretenant, pourquoi, à votre avis, les papas sont-ils statistiquement les premiers responsables? Oui, c'est vrai que c'est une statistique qui est très interrogeante. Et en fait... Qu'est-ce qui se passe au moment d'une maltraitance pareille, hein, d'un comportement violent comme celui-là? Il faut d'abord savoir que l'origine de ce comportement, la plupart du temps, c'est les pleurs. Hein, c'est les pleurs répétés de l'enfant et du bébé. Et ces pleurs, pour beaucoup d'hommes, probablement, sont mal compris. Tous les papas, tous les pères ne savent pas que le bébé va aussi communiquer par les pleurs et qui va aussi s'exprimer de cette manière-là. Et des fois, évidemment, c'est très lourd à gérer. Ça peut durer des semaines et des mois où il n'y a pas les nuits, où il n'y a pas le sommeil. Et il y a un état nerveux qui est vraiment très atteint et qui fait que on va avoir des comportements, ça peut expliquer mais évidemment pas excuser. On va avoir des comportements qui vont être des comportements inadéquats. Et en fait, quand on se retrouve dans une situation où on a un bébé qui pleure sans arrêt, qu'on a l'impression de rien pouvoir faire en tant qu'homme, on est impuissant, on est dépassé, puis on a l'impression que c'est aussi de notre faute et ça nous renvoie à des comportements qui sont des comportements de fuite qui peuvent déboucher sur de la violence comme celle-là et qui est évidemment énormément préjudiciable. Absolument. Alors en image, justement, on va voir ce qui se passe lorsqu'on secoue un bébé. On va comprendre quel est ce geste.
Je reprends les termes de la campagne de prévention du CHUV qui sera lancée au printemps de cette année et qui s'adresse aux parents et aux professionnels de santé. Donc vous regardez, ce geste de secousse répétée d'une extrême violence entraîne une oscillation brutale d'avant en arrière de la tête du nourrisson. Conséquence, les veines du cerveau se déchirent et créent des saignements intracrâniens. Les effets de cisaillement provoquent des hémorragies rétiniennes et des dommages cérébraux qui génèrent des dysfonctionnements neurologiques. Gilles Crétenant, c'est un drame qu'on peut éviter avec des recommandations de prévention. Mais oui, la première, c'est l'information, c'est de savoir ça. Et dans mon travail avec MenCare, je rencontre des futurs pères, des jeunes pères, et c'est évidemment des messages qu'on fait passer. Un bébé, évidemment, qui ne doit pas être secoué, et ses parents et ses pères, souvent, ne participent peut-être pas assez aux rencontres médicales qui a lieu avec la pédiatre ou aux différents moments où on va vraiment s'occuper de la santé du bébé avec la maman. Oui. Et moi, j'encourage tellement ces jeunes pères, ces futurs pères à s'investir dans cette dimension, de dire, mais voilà, c'est quoi la santé de mon enfant? Qu'est-ce qu'il a besoin? Qui il est en tant que petit bébé? Et ça, c'est un premier moment très important. Et grâce à ça, en participant, ils auront directement les informations des professionnels. Et ça, c'est la première base. Puis la deuxième, c'est évidemment lorsque ça peut arriver, lorsque ça arrive, de savoir que oui, je peux être débordé par mes émotions, je ne suis peut-être pas capable de les réguler sur le moment, mais alors je pose le bébé sur le dos, je le pose dans une situation sécurisée, et puis je sors de la pièce, je ferme la pièce, je sors et je vais souffler. Voilà, c'est vraiment le réflexe de survie qui est indispensable pour éviter des catastrophes. Merci beaucoup Gilles Crétenant pour ces mots puissants. On va passer maintenant à notre rendez-vous juridique et institutionnel. Le constat de la protection de l'enfant concernant les maltraitances sur mineurs est alarmant puisqu'il indique que 50% des enfants qui vivent en Suisse sont victimes ou ont été victimes de maltraitance. Les milieux sociaux concernés par les maltraitances familiales sont variés, la composition des familles et les origines également. En revanche, on note que dans la majorité des cas, ce sont des familles qui sont isolées. Ça nous indique clairement qu'il y a de plus en plus de familles isolées dans un monde qui s'individualise de jour en jour un peu plus. On a voulu connaître les conséquences des violences sur les mineurs avec Anne Reiser. Bonjour. Vous êtes avocate spécialisée droit de la famille. Tout récemment, la loi suisse a changé. Le droit à une éducation non violente pour les enfants est maintenant inscrit dans le code pénal. Non, alors, le code pénal, effectivement, réprime les violences depuis un moment déjà. Ce qui a changé, c'est le Parlement a accepté une motion qui a été déposée par une députée d'inscrire dans le code civil le droit d'un enfant à une éducation non violente. Ça n'emporte pas encore une modification du code civil. Il faut que le texte soit rédigé, qu'il soit mis en circulation, puis ensuite, après que tout le monde l'a accepté, on vote l'entrée en vigueur. Mais c'est ce principe qui a été accepté en décembre de l'année passée, oui. Bon, c'est déjà une bonne nouvelle. Oui. Est-ce que si on retire un enfant pour maltraitance, le parent continue d'avoir l'autorité parentale ? Ça dépend de la graduation. S'il y a juste un retrait du droit de déterminer la résidence, c'est comme ça qu'on dit, en fait, c'est un retrait de garde. Oui. Le parent continue à avoir l'autorité parentale sur l'enfant, bien sûr, mais cette autorité peut être diminuée à raison de la possibilité de choisir le lieu d'hébergement de l'enfant. Maintenant, on peut aller jusqu'au retrait de l'autorité parentale elle-même, parce que la maltraitance est telle qu'on se rend compte que le parent est complètement inapte à prendre des décisions importantes qui visent le bien de l'enfant. Et là, c'est une décision autrement plus drastique. Oui. Sur ce même plateau, vous nous aviez dit que le parent a un devoir d'entretien envers son enfant. Est-ce que c'est valable même si l'enfant a été retiré? Est-ce que le parent a toujours ce devoir d'entretien? Oui. Le simple fait qu'on soit parent juridique d'un enfant emporte obligation de l'entretenir jusqu'à ce qu'il soit autonome financièrement. En tout cas jusqu'à la majorité, s'il n'a pas fait un apprentissage qu'il termine avant, qui lui permet de travailler. Et puis s'il n'a pas terminé ses études lorsqu'il est majeur, jusqu'à ce qu'il ait achevé des études régulières et suivies, pour autant qu'on puisse le demander aux parents. Et puis, c'est vrai que dès que l'enfant est majeur, il doit continuer, il doit essayer de contribuer à son propre entretien. C'est complètement indépendant du droit et de l'obligation de garder son enfant auprès de soi. D'accord. Mais ça veut dire que si, par exemple, il est placé en institution, le parent doit payer une espèce de pension à l'institution, c'est ça? Ok. Que peuvent faire les parents pour récupérer leurs enfants? Comment ça se passe? C'est toute une procédure, en fait. Il y a une procédure qui débouche sur le retrait
de la garde finalement, eh ben, il faut initier une nouvelle procédure pour demander le changement de cette décision. Donc il faut montrer que les circonstances ont changé et que ce qui a motivé cette décision n'existe plus. Voilà ce qu'il doit faire. Il faut quand même que ça se fasse sur le temps, ça ne peut pas se faire non, en un mot commençant, les parents doivent montrer que ce qui a présidé, ce qui crée cette maltraitance, ces causes-là ne sont plus là. Alors c'est soit que les circonstances ont changé, soit que les parents ont changé, soit que... Voilà. Et que les parents ont changé, ça voudrait dire qu'ils aient été suivis, qu'ils aient vu quelqu'un d'extérieur ou pas forcément? Vous attribuez de bien grands pouvoirs aux thérapeutes. Non, il faut espérer. Il faut espérer, mais Philippe Jaffé le disait tout à l'heure, un enfant qui a été battu, bon, il ne l'a pas dit, mais c'est souvent un parent qui bat. Oui. Pour pouvoir changer ça et changer de comportement, il y a des gens qui arrivent, puis il y a des gens qui n'arrivent pas. Voilà. Ouais. Combien de temps dure cette procédure, justement, de pouvoir récupérer ses enfants? Est-ce que la justice estime qu'un parent qui a maltraité son enfant, avant 1 an, il ne pourra pas récupérer son enfant? Ou il n'y a pas de règle comme ça? Il y a une règle comme ça à propos de l'autorité parentale. Si on vous a retiré l'autorité parentale, on doit attendre 1 an pour pouvoir demander à récupérer l'autorité parentale sur l'enfant. S'agissant de la garde, on fait un nouveau rapport d'évaluation sociale ou un rapport d'évaluation psychiatrique suivant ce que commande la situation. Et puis ça, c'est des mois et des mois. Oui. Les parents sont-ils suivis juridiquement après tout ça? Est-ce que pendant tout le temps que les enfants sont placés, les parents sont suivis et même après qu'ils reviennent, s'ils reviennent chez eux? On a un droit suisse qui est un droit de protection de l'enfant. Si, pour protéger l'enfant, il s'agit d'éduquer ses parents, il y a une curatelle d'assistance éducative qui est prononcée et on envoie les parents consulter, se faire aider, où on a un intervenant en protection de l'enfance qui sensibilise les parents sur des situations qui ne fonctionnent pas et les aide en fait à modifier leur comportement. Ouais. Alors justement, on a voulu comprendre comment ça se passait sur le terrain. Il existe effectivement en Suisse beaucoup de structures institutionnelles qui accompagnent les parents, qui accompagnent ces familles. Et on a voulu voir comment ça se passait. La DGEJ a 3 missions principales. Donc d'un côté la prévention, d'un autre côté la participation des enfants et des jeunes, et puis la mission de protection. Alors, ce que nous avons comme fonctionnement, c'est qu'en fait, des personnes, souvent des professionnels de l'école, du monde médical ou de la police, vont contacter la direction à l'enfance et à la jeunesse pour nous dire qu'ils soupçonnent qu'il y a un enfant qui est en danger. Il est en danger dans son développement, il est en danger parce qu'il se met lui-même en danger, ou il est en danger parce qu'il semble qu'il subit des mauvais traitements de la part de ses parents. Et donc là, il va y avoir une appréciation de la situation qui va être faite par les assistants sociaux, les assistantes sociales de la direction de l'enfance et de la jeunesse. Et puis sur cette base-là, il va y avoir une décision d'intervention. Des fois, il y a une recommandation qui va être faite à la justice. La justice de paix dans le canton de Vaud peut émettre des mandats de protection, donc peut décider qu'un enfant, pendant une certaine durée de sa vie, va être sous mandat de protection. Ça peut être aussi des enfants qui ont des difficultés scolaires, des difficultés de comportement. Ça peut être vraiment très variable et ce n'est pas forcément les parents qui sont responsables en fait, de ces difficultés. C'est juste qu'à un moment donné, on considère qu'un enfant est en difficulté et qu'il a besoin d'être aidé par un professionnel ou par notre service. On suit les enfants en moyenne environ 2 ou 3 ans. La durée peut être aussi très variable parce qu'il y a des enfants qu'on va suivre pendant quelques mois, puis la situation se résorbe et puis on va fermer le dossier après quelques mois. Puis il y a des enfants qu'on va suivre plusieurs années, même toute leur enfance. Donc c'est assez variable d'un enfant à l'autre. En général, nous, dans notre rôle d'assistance sociale, on doit évaluer la situation des enfants. Donc c'est en général nous qui faisons l'évaluation. On va rencontrer les enfants, faire connaissance avec l'enfant, avec les parents. Les possibilités de prise en charge qu'on offre, en fait, il y a 2 moyens d'avoir nos services. Le premier moyen, finalement, c'est les cas des signalements. Donc, on reçoit des signalements pour des enfants entre 0 et 18 ans. Donc, c'est des professionnels qui nous signalent. Ça peut être l'école, un pédiatre, un psychologue ou autre. Et puis l'autre façon d'avoir accès à nos services, c'est les parents qui nous téléphonent en fait pour avoir de l'aide et avoir accès à nos services.
Alors quand c'est des parents qui sont vraiment, je dirais, extrêmement violents, on va vraiment orienter plutôt vers des spécialistes, des professionnels qui vont faire des expertises et travailler avec les parents sur un plus long terme. Et puis il y a parfois des parents qui nous appellent, c'est vraiment plus ce qu'on appelle une demande d'aide. Ça veut dire je vois que j'arrive à bout. S'il vous plaît, donnez-moi quelques outils. Et là, on va par exemple les orienter vers Histoire de parents, vers d'autres types de soutien aux compétences parentales, et où là, finalement, c'est sans engagement, hein, et on ne va pas ouvrir un dossier, on ne va pas noter leur nom. Ils vont simplement nous appeler et puis on va leur dire, écoutez, Histoire de parents, c'est peut-être la bonne façon de répondre. Alors, Histoire de parents, ça peut être plusieurs modalités. Donc d'abord, le parent, il nous appelle, on va le rencontrer à domicile. Et puis, en fonction de ce qui émerge de ces premiers entretiens à domicile, il y a plusieurs possibilités. Soit on va réorienter le parent vers une prestation qui est jugée à ce moment-là plus adéquate en fonction des difficultés rencontrées. Des fois, ces entretiens, ça suffit pour que le parent puisse se réassurer et retrouver son pouvoir d'agir. Et puis, pour les parents que ça intéresse, on propose un programme de 3 mois qui est constitué de 6 ateliers thématiques, 6 groupes d'analyse de pratique et 6 entretiens. Donc, sur les 3 mois, il y a 12 collectifs. Donc, les ateliers thématiques et les groupes d'analyse de pratique, c'est des groupes de parents qui se rencontrent toutes les semaines. Et puis, à ça se rajoutent les entretiens toutes les 2-3 semaines pour faire le point, en fin de compte, de ce que le parent a pu retenir et mettre en place de ce qu'il a appris dans les collectifs et de ce qui fonctionne ou non à domicile. Nos enfants ont 3 ans et demi et 6 ans et demi. Alors nous rencontrions comme problème le fait que la grande tapait la petite, comme ça, sans réelle raison. On s'est dit qu'il fallait qu'on trouve une solution, peut-être pour trouver un cadre et comprendre les enjeux par rapport à ça. Et puis également, on voulait essayer de se faire des fois entendre un peu plus facilement. Parce que le non est toujours difficile, arrive très régulièrement avec les enfants. Et on voulait comprendre, essayer de trouver une solution pour gérer ça d'une manière optimale, ou en tout cas mieux que comme on le faisait jusque-là. Alors, Histoire de parents, c'est un suivi au fait, pendant 3 mois. C'est toujours sans les enfants. C'est une soirée où, une semaine sur 2, c'est un thème apporté par un des parents, qui est discuté ensemble, analysé. Et puis une semaine sur 2, c'est un thème apporté par Histoire de parents. Et puis à côté de ça, il y a au fait un éducateur qui vient une fois toutes les 3-4 semaines, je crois, à la maison, toujours sans les enfants, pour justement débriefer avec nous, voir si on a un sujet en particulier, voir un petit peu les objectifs qu'on a fixés au début, à quoi on en est, etc. Les thématiques qui sont abordées à Histoire de parents sont en fonction de ce que le parent amène, des difficultés et puis de ce que le parent vit. Les ateliers thématiques, on en a 6. Alors on a essayé effectivement de faire un travelling des thématiques qui traversent la parentalité. Donc on va parler des émotions chez l'enfant, des émotions chez le parent, de l'autorité, de la relation et du développement de l'estime de soi. On va parler du soutien à la scolarité et puis on va parler aussi des valeurs qui accompagnent les actions éducatives du parent et comment il est imprégné de son propre vécu. Ça, c'est les thématiques qu'on va aborder. Après, on va les aborder de manière assez simple. Et le parent, c'est qu'il puisse se réapproprier cette thématique, prendre du recul par rapport à sa situation et essayer de mettre en place des actions concrètes, des petites pistes qu'on peut lui offrir en fonction de sa situation. Et puis ensuite, les groupes d'analyse de pratique, là, c'est un parent durant la soirée qui va amener une situation qui va être décortiquée, analysée. Mais c'est une situation très basique. Des moments comme ça du quotidien qui peuvent, quand elles sont récurrentes, poser problème. On va en prendre une, la décortiquer et puis essayer de trouver des pistes d'action pour faire autrement une prochaine fois. À la fin de l'accompagnement, effectivement, souvent les parents repartent avec des pistes, mais surtout avec une réassurance. Tout le programme permet de dédramatiser en fait sa situation, de se rendre compte qu'on n'est pas seul, de se rendre compte qu'on peut retrouver son pouvoir d'agir et puis effectivement atteindre par des petits changements, une stratégie de petits pas, d'accompagner des grands changements, effectivement, dans ces objectifs que le parent se pose lui-même. Ce que j'ai trouvé très agréable, c'est le fait qu'on soit au centre, que le parent puisse vraiment s'exprimer et qu'on parte sur vraiment des situations qu'on vit, qui sont très concrètes, qui peuvent sembler banales, mais qui, quand elles se répètent, peuvent être très éprouvantes en fait, puis qu'on puisse leur donner une place et un endroit où on peut prendre du recul. Et au fait, on s'est rendu compte que finalement, pour chaque situation, il y a
plein de solutions différentes qui existent, mais souvent on a au fait ce qu'il faut en nous. Il faut juste finalement avoir l'ouverture d'essayer des choses, des fois improbables, mais qui marchent assez, assez bien. Anne Reiser, des fois les parents rendent responsable le jeune qui a fait le signalement auprès de la justice, justement que cette justice se mêle de leur famille. Est-ce que vous avez souvent vu ça, vous? Oui, c'est assez fréquent. Oui, on est dans une société en Suisse qui prône le respect de la vie personnelle. On appelle ça la vie privée, ce qui veut dire que la vie privée, en général, est privée du regard de l'État. Donc, quand tout à coup, il y a une intrusion des pouvoirs des pouvoirs sociaux, parce qu'on ressent ça comme un pouvoir en tant que parent, ou de la justice dans la vie personnelle des gens, c'est toujours hyper mal vécu. Ouais. Comment on fait pour apaiser les tensions dans ces cas-là? Idéalement, effectivement, c'est difficile. Comment est-ce qu'on fait pour apaiser les tensions? Déjà, il faut que les parents se rendent compte qu'ils ont une obligation, parce qu'en général, on ne leur dit pas, de collaborer avec les services sociaux. Elle est ancrée dans le Code civil. Dès l'instant où on est parent, s'il y a des services sociaux ou des institutions qui encadrent les enfants qui prennent contact avec les parents ont le devoir de collaborer. Donc, je pense que c'est la première chose. C'est une information. Vous avez le devoir de collaborer, ça ne veut pas encore dire que vous avez fait tout faux. Voilà. Ensuite, on va regarder, on va s'expliquer, puis on va écouter les uns les autres pour voir ce que commande la situation. Je pense que le parent gagne à s'informer sur ses droits et obligations avant d'aller à une quelconque convocation pour savoir en fait dans quel contexte on va lui poser des questions, ce à quoi il a le droit ou l'obligation de répondre et ce à quoi il n'a pas l'obligation de répondre non plus, parce qu'il y a des questions qui sont intrusives auxquelles on peut tout à fait refuser de répondre. Oui, mais alors après, du coup, ça éveille les soupçons si on ne répond pas à toutes les questions. On n'est pas devant le ministère public. On est devant des intervenants en protection de l'enfance qui doivent évaluer une situation pour voir ce que commande l'intérêt de l'enfant. C'est pas quelqu'un dans un monde idéal. Cet intervenant en protection de l'enfance, il ne cherche pas à savoir qui a raison, qui a tort et qui est le coupable. Dans un monde idéal. Malheureusement, on n'est pas toujours dans le monde idéal. Mais dans un monde idéal, ce n'est pas son job. Donc le but, c'est de collaborer pour pouvoir discuter, pour voir ce que commande l'enfant. Le parent ne devrait pas se justifier. Il devrait raconter ce qui se passe en collaborant avec l'institution, mais d'égal à égal. Justement, à ce moment-là, tout à l'heure, on disait sur le plateau que pour qu'un enfant puisse comprendre en fait ce qui lui est arrivé, c'était très important pour qu'il puisse se reconstruire. C'est très important que le parent reconnaisse qu'il lui a fait subir des maltraitances, des choses comme ça. Mais qui dit reconnaître, ça veut dire reconnaître la responsabilité. Et du coup, est-ce que vous avez vu ça? Et craindre, exact, et craindre les actions pénales, absolument. Les condamnations pénales, bien sûr. Une fois qu'on a reconnu. Alors, comment ça se passe dans ces cas-là? C'est très difficile. Moi, j'ai aussi été nommée curatrice d'enfants, donc j'ai un peu toutes les casquettes dans le droit de la famille. Du point de vue, dans mon expérience de curatrice de représentation d'enfants qui ont vécu des choses comme ça, c'est extraordinairement difficile d'obtenir d'un parent une reconnaissance de culpabilité. Parce que c'est comme ça que le parent le vit. Être responsable dans la compréhension normale de quelqu'un, c'est être coupable. Toute la difficulté, c'est de faire comprendre aux parents que quand on se pense coupable de quelque chose, c'est le bon moyen de ne pas être responsable. Être responsable, c'est admettre sa part dans la survenance de ce qui s'est passé. Et c'est autre chose que d'être coupable. Être coupable, c'est « Oh, j'ai raison de dire que j'avais tort, donc j'ai pas besoin de changer ». Être responsable, c'est accepter la part qu'on y a prise et regarder ce qu'on peut faire pour ne plus y prendre part. Absolument. Et puis, du point de vue de l'enfant, ce qu'il faut qu'il puisse comprendre, c'est qu'il n'est pas responsable de ce qui lui a été fait. Il est responsable de ce qu'il en fait. Donc s'il devient le bourreau de ses parents parce que ses parents ont levé une seule fois la main sur lui, c'est inacceptable, on est d'accord? Le violent change de rôle. La victime devient bourreau et on perpétue un climat de violence et de maltraitance au sein de la famille. Et c'est vraiment très important que chacun puisse comprendre ça pour que le climat change et qu'à la violence, en fait, succède le respect.
Dans un pays voisin, en l'occurrence en France, on a vu plusieurs polémiques où les médecins avaient été poursuivis parce qu'ils avaient dénoncé des soupçons de maltraitance sur des enfants. Qu'en est-il en Suisse? Est-ce que les médecins ont-ils le devoir ou l'obligation de signalement? Oui. Le médecin qui traite un petit patient et qui, dans le cours de son traitement, se rend compte qu'il y a eu une maltraitance, a l'obligation de signaler. Ouais. D'accord. Ok. Je vous remercie beaucoup, Anne, pour toutes ces lumières. On se retrouve très bientôt sur ce plateau. On va passer maintenant à la partie couple. Tous les enfants qui ont connu les maltraitances physiques ou psychologiques au sein de leur famille n'ont pas eu l'accompagnement nécessaire pour se reconstruire ou alors, comme on l'a vu tout à l'heure, la reconnaissance de la part de leurs parents. Alors comment ça se passe pour les enfants devenus adultes dans leur relation de couple? Avec nous, Alessandra Duc-Marwood, bonjour. Bonjour. Vous êtes pédopsychiatre, thérapeute de famille, vous êtes également responsable des Boréales, le centre de prise en charge de la maltraitance familiale au CHUV. On s'intéresse ici aux adultes qui ont connu la maltraitance et à leur couple. Comment ça se passe pour ne pas réitérer ce qu'on a connu dans l'enfance, donc les violences qu'on a connues dans la communication ou dans sa relation avec son partenaire? Alors c'est une question extrêmement complexe. Il y a beaucoup de victimes de maltraitance qui ne la reproduisent pas dans le couple et qui ne la reproduisent pas sur leurs enfants. Hein. Ah oui. On sait statistiquement qu'il y a à peu près un tiers seulement qui va reproduire la maltraitance. Ce qui est un facteur de résilience, c'est le réseau. C'est-à-dire que plus les enfants étaient isolés, ont qu'un modèle de relation intrafamiliale, plus il y a de risques quand même que la maltraitance se répète. Oui. Mais beaucoup d'enfants victimes de violences dans leur famille réussissent à se faire des amis, ont des bonnes compétences intellectuelles, sont résilients et vont être tout à fait capables de ne pas le reproduire. Puis après, l'autre élément qui va jouer un rôle très important aussi, c'est le conjoint ou la conjointe sur laquelle on va tomber. Parce qu'il est évident que si on réussit à construire une relation de confiance avec un conjoint ou une conjointe qui peuvent comprendre les moments où on est réactivé sur ces traumatismes et où peut-être on se met plus facilement en colère, où on va agir des choses qui sont désagréables pour le conjoint mais qu'il est capable de modérer. Il y a aussi moins de risques que ça se reproduise que si on est face à un conjoint qui lui-même a vécu des violences et donc est très facilement activable aussi dès qu'on se comporte de manière un peu plus agressive. Est-ce qu'on a un petit peu, comme on a connu ça, on a un petit peu ces éléments déclencheurs qui peut être la nervosité ou alors comme ça un élément en fait dans le couple qu'on va vraiment consciemment éviter pour éviter les disputes, pour éviter le crescendo de la violence dans le couple? Comment est-ce qu'on fait pour mettre en place cette résilience? Alors, je pense que parmi les victimes enfants, il y en a qui sont vraiment très très motivés à ne jamais reproduire la violence. C'est d'ailleurs un des éléments, et c'est intéressant, qui fait que les victimes vont rompre avec leur famille d'origine. C'est pas tellement qu'ils en ont assez de la violence de leurs parents, c'est que tout d'un coup, ils ont l'impression qu'en eux, une violence émerge qui pourrait agir contre leurs parents, donc ils vont s'éloigner. Et ça, c'est des victimes qui vont vraiment tout mettre en œuvre pendant toute leur vie pour jamais entrer dans des schémas de violence, qui vont aussi beaucoup s'appuyer sur leur conjoint pour ne pas le faire. D'autres vont être moins conscients et vont être ce que j'appellerais, ce qu'on nomme en jargon psychiatrique, plus projectifs. C'est-à-dire qu'ils vont considérer que quand ils vivent des moments où ils deviennent plus agressifs, où ils sont en colère, c'est de la faute à l'autre. Donc ils vont avoir tendance à mettre la faute sur le conjoint ou la conjointe et donc à agir des mécanismes de violence. D'accord. Et puis concernant la sexualité, comment est impactée la sexualité lorsqu'on a connu les violences plus jeunes? Alors elle est impactée à de très très nombreux niveaux. Hein. D'abord, il y a la question de la confiance en l'autre. Quand on vit de la violence dans sa propre famille, ça veut dire qu'on est maltraité par des personnes qui sont censées être des personnes en qui on a confiance. Donc il va être très difficile de pouvoir confier son corps à un autre dans le couple. Ensuite, il y a toute la question de l'estime de soi. Quand on est victime de violence dans sa famille, on a une estime de soi qui est extrêmement abîmée. Donc le droit au plaisir, le droit à être dans une relation où on se fait du bien est très ténu comme ça. Et puis après, il y a toutes les réactivations traumatiques. C'est-à-dire que le corps garde une mémoire des traumatismes et quand on se caresse, quand on est dans les bras de l'autre, un petit geste, un bruit, une odeur peuvent tout d'un coup réactiver l'angoisse traumatique et faire qu'on ne va pas pouvoir se laisser aller à vivre un moment agréable. Donc il y a vraiment des niveaux très très différents qui ne sont pas toujours identifiés par les victimes. Ça, c'est souvent grâce à des thérapies spécifiques qu'on va
va pouvoir les identifier. Mais ceci dit, il y a un grand nombre de victimes qui réussissent à un moment ou à un autre à avoir une très belle sexualité et une très belle relation de couple. Ils disent souvent que c'est grâce à l'autre qu'ils ont été sauvés. C'est aussi grâce à leur volonté de s'en sortir et d'oser faire confiance. Merci beaucoup Alessandra Duc-Marwood. Avec plaisir. La maltraitance est un sujet vaste dont il est difficile d'aborder tous les aspects en 1 heure. Néanmoins, on espère vraiment que cette émission vous aura apporté des réponses et puis des pistes aussi. On pose vos questions à nos experts dans la partie réponse à vos questions sur notre site internet laparental.ch. Vous y trouverez également les adresses des institutions qui vous accompagnent par canton. Quant à moi, je vous retrouve bientôt. Bonne suite de programme et à bientôt.